Bonjour, Marie-Pierre Michaud, je suis chef du service de restauration des terrains en montagne sur Gap. Donc juste pendant que ma présentation elle arrive, pour ceux que ça intéresse, sur de la Grata Viva, en fait, nous on a fait de la Grata Viva à plusieurs étages. C'est-à-dire qu'on a refait au milieu l'ouvrage de base, ce qui permet de monter sur plus haut en termes de structure. Ça c'était... voilà. Donc le service RTM, on en a pas mal parlé, notamment de la politique RTM. Donc c'est vrai que la présentation que je vais faire ne va pas se baser sur notre rôle de forestier, parce que c'est vrai qu'on est quand même les héritiers de toute cette forme, de toutes ces plantations qui ont eu lieu. On est plus connu quand même sur le RTM et ses ouvrages de génie civil dans les torrents. Donc c'est bien, je suis assez contente qu'on puisse aussi discuter SFN, parce que je pense qu'on en fait quand même une grande partie de notre temps. L'idée, c'est de présenter deux actions, déboisement par avalanche sur le secteur, 3 sites différents, pour faire des retours d'expérience avec ce qui a marché et pas marché, parce que des fois, ça ne marche pas, souvent même, ou alors il faut persévérer. Et puis, un autre élément que je trouvais intéressant à partager, c'était les travaux qu'on mène sur de la végétalisation de sols dégradés avec l'utilisation de plants mycorhizés et nodulés. Voilà, je pense que... Alors... premier point, donc quelques réussites de plantation par avalanche emblématiques, parce que moi je vais me concentrer sur 3 signes du Champsaur, mais on en fait un peu partout. Donc je vous ai mis en haut à gauche, pour ceux qui connaissent, c'est les boisements de Célier, et puis en bas c'est les boisements du Chazelet, au nord de la Grave, qui sont 2 boisements assez emblématiques, qu'on entend souvent parler. Sur Célier, on est sur des collectifs par avalanche, et au Chazelet, on était sur des plantations en banquette, qui datent des années 80, qui ont mis une trentaine d'années avant de sortir. Donc on a beaucoup parlé pendant la journée de prendre le temps. Donc ça a traîné, ça a mis du temps. Mais en fait, voilà, aujourd'hui, on est sorti d'affaire sur le boisement initial, pas forcément sur sa régénération. Alors, ça marche plus. Alors, 3 sites dans le secteur, donc dans la vallée du Champsaur, le site de Gap-Chaudin, le site de Saint-Léger-les-Mélèzes et celui d'Orcières à Parapic. À chaque fois, on est en forêt domaniale RTM. Donc, le site de Gap-Chaudin, on a eu une avalanche en janvier 1994, qui a causé une destruction d'une partie de la forêt de protection. Je précise, il n'y a pas d'enjeu immédiatement à l'aval. Il y a la route forestière qui mène à Chaudin. À l'époque, on se posait moins de questions. À l'été 94, donc juste après, on a fait un sentier d'accès, 1200 mètres linéaires de banquettes. Donc à l'époque, c'était plutôt ces modes-là qu'on utilisait en termes de plantation. On fait des petites terrasses. On a planté 2500 plants en godet, principalement pin sambo, pin accroché. Voilà. Et puis, voilà, en 2011, à gauche, ce que ça a donné. En 2019... ce qui est important à noter, c'est que sur les premières années, on est vraiment en entretien. Tout à l'heure, on a parlé d'entretien, donc je rebondis là-dessus, c'est hyper fondamental. Donc toutes les premières années, d'autant plus que souvent, quand on fait de la plantation par avalanche, on part sur des terrains qui ne sont pas du tout forestiers. C'est plutôt des landes. Donc on a une forte concurrence de la végétation herbacée. Donc tous les ans, pendant 5 ans, on a dégagé les plants pour éviter la concurrence des espèces végétales par rapport à l'eau. Ce n'était pas forcément de la concurrence arborée. On a fait quelques regarnis en mélèze et en 2019, on a considéré qu'on arrêtait en fait d'investir, dans cette plantation-là. On la conserve. Voilà, ça c'était le premier exemple. Donc ça a bien marché. J'ai pas les coûts. On n'a pas encore fait la rétro-analyse d'aller chercher encore sur ce boisement-là. Le deuxième site, Saint-Léger-les-Mélèzes. Alors attends, c'est où qu'on a le petit truc ? C'est où le petit... c'est ça là ? Ah ouais, nickel. Donc Saint-Léger-les-Mélèzes, la station de ski. Ici, on a un téléski qui descend et puis on a une piste de ski, une domaniale, tout le haut est en domaniale, un couloir d'avalanche qui est ici. Voilà, j'ai mis une photo. Donc le couloir d'avalanche est ici, c'est celui-là qui arrive jusqu'à la piste. C'est cette zone de départ là qui posait problème avec ici une barre rocheuse et qui arrivait jusqu'en bas. Donc, en 1972, il y a eu une tourne de protection qui a été faite. 2021-2006, 2 avalanches qui ont atteint partiellement la tourne, donc avec des questionnements quand même sur l'efficacité de la tourne. Comme on avait une petite zone de départ, dès 2005, on a commencé à réfléchir à un projet de plantation. Alors là, on n'a plus, c'était nouvelle technique, entre guillemets, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
Les plantations en collectif. Donc là, je vous ai mis une illustration. Donc un collectif, c'est un groupe d'arbres. Et en fait, le tripode, il est juste là pour protéger. Donc nous, on est italiens, hein, on n'est pas français. Mais ça, c'est le grand débat Rhône-Alpes et Méditerranée. Donc nous, on fait des Italiens. En haut, ils font des à la française. On a comparé aussi, mais globalement, voilà. Donc nous, on en fait d'autres. Mais sinon, le système est le même. Hein, le collectif, on met des plants. Principalement des pins sambro, des pins accrochés et du mélèze. On a fait 9 groupes de 5 à 8 collectifs, 1000 plants d'implantés. Alors je précise, on est exposé nord. Voilà. Donc ça, c'est notre tripode de protection. Voilà à quoi ça ressemblait. Pareil que tout à l'heure, beaucoup d'interventions dans les premières années, à la fois en dégagement de plants, quelques regarnis, mais pas trop, des changements de bois qui étaient pourris avant l'heure. Voilà, on les voit là. Donc ici, ça c'est le plan d'implantation, et puis on voit nos collectifs là qui sont sortis. Ça c'est en 2013. Ouais, non, ça c'est plus tard. C'est 2023, pardon. Voilà la plantation aujourd'hui en collectif. Les plants, ils sont à peu près sortis. On n'a pas eu d'avalanche de pluie. Alors c'est vrai qu'on a eu des années qui sont quand même pas très très fournies en neige. Bon, on a quand même eu au milieu 2013 et 2014 qui étaient quand même assez intéressantes. Je pense que là, les tripodes jouent beaucoup aussi en poinçonnement du manteau neigeux. On a décidé de surveiller la plantation mais de plus investir. Alors, pour le coup, c'était intéressant. Ici, on a mis donc, en tout 1200 plants. Une quarantaine de tripodes et on est sur un coût de 60 000 €. Voilà, tout compris avec les entretiens. Donc on s'est dit, bon, à l'époque, en 2016-2015, on s'est dit, bon, ça va bien marcher. Autre site, hein, donc au fond de la vallée, à Prapic. Donc là, ici, on est sur un site plein sud. Ouais, à peu près. On est sur la commune, enfin sur le hameau de Prapic qui est au fond de la vallée d'Orcières. En conditions exceptionnelles, on a des zones des départs qui peuvent partir là du haut sur cette avalanche-là. Il faut savoir que quand on fait les aménagements des forêts domaniales RTM en lien avec l'ONF, on identifie les forêts qui ont une fonction de protection avec un enjeu fort. Cette forêt est sortie comme avec enjeu fort et en fait on s'est dit finalement le cuchon a bien marché. On va aller tenter aussi de faire du reboisement par avalanche dans les zones de départ. Donc, on a identifié les sites là. Alors, on est en zone cœur de parc. Donc, on a travaillé avec le parc des Écrins par rapport aux autorisations pour faire les sentiers et le choix des essences qu'on mettait en reboisement. Donc, qui là, pour le coup, sont exactement les mêmes que les autres. Donc, on a fait 4 années de plantation, 2015, 2016, 2017, 2018. Pareil, même concept, on fait des collectifs, on met des tripodes de protection. On a fait 4 fois 48 tripodes, donc on arrive à peu près à 200 collectifs boisés. Voilà des photos en novembre 2020. Donc pareil, hein, nettoyage des plants regarnis. Je peux, si vous voyez comme moi, vous voyez rien, c'est normal parce que en fait nos plants ils sont là, c'est tout petit, il y en a un là, il y en a un petit là qui tente de survivre. En fait, c'est un échec, voilà, clairement. On a démarré en 2015, on a décidé cette année d'arrêter, en fait, d'arrêter les frais, clairement. On a eu, entre 2015 et 2020, on a mis 4230 plants en plantation initiale ou regarnie. En 2021, on a fait un point. À l'époque, donc, on a fait des regarnis, on a fait des entretiens de végétation, on a mis un peu de répulsif, on a eu des avalanches, donc on a perdu des tripodes, donc on a remis des tripodes. En 2021, on a fait un point. On a décidé de retenter un cycle en disant allez, on va voir, ça va peut-être marcher vu ce qu'on a investi comme argent. Bon, à l'époque, je ne le cache pas, on était à 150 000 € déjà d'investi. On a essayé un regarni de 3000 plants et puis en fait en 2022, on a mis en place on s'est mis à compter les plants et voilà, vous le voyez. En fait, on a un nombre de plants qui diminue et on n'arrive pas à contrôler. En fait, la principale raison, c'est l'abrutissement au chevreuil. Donc on ne sait pas faire. En fait, au départ, il y avait le loup. Donc sur les premières années, ce qu'on a constaté, c'est que les premières plantations en 2015-2016, elles ont bien marché, elles ont bien repris.
Alors il semblerait, d'après ce qu'on a compris, qu'il y avait du loup qui était là, donc on avait du gibier qui était peu implanté. Et après le loup il est parti, pour X raisons. Et le chevreuil il a été tout tranquille, donc en fait il dort à côté des plants, et dès qu'on arrive, il boulotte le plant. Donc en fait on ne sait pas se battre. On a tout essayé, les protections en dur, les protections... On ne peut pas faire, c'est ce qu'on disait, de protection complète de la plantation, parce qu'on est dans une zone de départ d'avalanche. On a fait des plantations individuelles. Elles sont repoussées, rééjectées, tirées, enlevées. On a essayé le répulsif avec la laine de mouton. On a tout essayé. En fait, on n'y arrive pas, donc on a décidé d'arrêter. Voilà, donc je trouvais que c'était quand même un bon exemple pour dire on en a 2 qui ont très bien marché, et puis on a un 3e qui est arrivé. On a essayé, on s'est battu, mais en fait, on n'a pas réussi. Voilà. Donc c'était pour moi une leçon, c'est de dire bon on essaye, on tente, mais on joue quand même avec du vivant, du naturel. Et pour le coup là, ça n'a pas. Disons que là, le coût de l'investissement par rapport à l'échec et aux enjeux derrière, en fait, on a abandonné. Voilà. Ça c'était pour les boisements par avalanche. Donc je finis sur une note négative, mais je trouve que c'est intéressant de montrer aussi des cas où en fait ça marche pas. Alors c'est pas pour ça qu'on va arrêter. Je suis une fervente. Je pense que c'est une très très bonne technique, mais pour le coup là, on a été mis en échec. Le deuxième sujet que je voulais aborder, c'était la végétalisation des sols dégradés, juste pour vous présenter en fait les travaux qu'on mène depuis très longtemps en fait au service RTM sur de l'utilisation de plants mycorhizés et nodulés dans les boisements, soit de niches d'érosion, soit de talus après travaux. Alors juste un petit rappel. La nodulation des plants, c'est des bactéries et on est vraiment sur une symbiose donnant-donnant. Et puis les champignons en fait, vont nous aider à synthétiser le phosphore et permettre l'absorption des minéraux. En fait, tout simplement, en nodulant et mycorhizant les plants, on les booste pour qu'ils reprennent plus rapidement sur des terrains qui, au moins dans les Alpes du Sud, sont quand même pas très accueillants. Voilà, donc je tiens à le dire, on travaille avec les pépinières du Luberon, qui sont un partenaire très fort et très présent là-dessus, parce que noduler et mycorhizer des espèces végétales, notamment des nouvelles, c'est un vrai enjeu et c'est un vrai sujet. Enfin, pour le coup, ça marche assez bien. Donc voilà comment on récupère nos plants. Je vous ai mis, ça c'est important parce que c'est comme ça qu'on contrôle qu'un plant est bien nodulé. Donc normalement, au niveau des racines, on a des petites boules qui nous permettent de montrer que la nodulation a bien marché. Alors ça, c'est un tableau qui n'est pas lisible. Voilà. Mais en fait, c'est toutes les espèces qu'on utilise. J'ai entendu pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on utilise. Donc c'est vrai que nous, on utilise un peu de saule, mais quand même très peu, parce qu'on n'est pas tout à fait dans les mêmes conditions qu'en Rhône-Alpes. Donc on a des sols qui sont franchement plus secs. Donc on utilise beaucoup de l'aulne à feuilles en cœur. On est très fan d'hypophaë, donc de l'argousier. Le robinier faux acacia, on en a mis un petit peu, mais moi je trouve que ça colonise un peu trop tout, donc on en met moins. Et puis on met aussi du sol. Voilà, donc à chaque fois, sur chaque site, en fonction de l'exposition, on a ce guide d'aide où on a pour chaque essence ce sont ces conditions écologiques dans lesquelles on peut l'installer. Voilà. On utilise, ce que je disais, l'aulne subcordata, l'argousier, le cytis jaune évidemment et l'alisier blanc. Alors, en fait, je voulais aussi vous dire, on a lancé une nouvelle expérimentation, enfin une nouvelle nodulation sur la bugrane. Alors la bugrane, ça s'appelle aussi la bugrane arrache-bœuf, parce qu'à l'époque, quand la charrue avec les bœufs passait, en fait, les racines, le système racinaire de la bugrane empêchait la charrue de passer. Donc c'est quand même des très très bons ancrages. Donc on a travaillé, on ramasse les plants, on ramasse les graines. En juillet, on les envoie aux pépinières qui nous les nodulent et qui nous les mycorhizent. La première récolte de graines a eu lieu en juillet 2023. On n'a pas encore les plants parce qu'ils sont sortis de terre, mais ils ne sont pas assez gros et costauds et nodulés pour qu'on les mette en terre. On les aura l'année prochaine. Voilà. Donc c'est des espèces qui sont très très intéressantes en termes de végétalisation, soit de talus, soit de banquettes, soit de fascines. Voilà. Donc comment ils sont. Ça c'est nos bugranes qui viennent d'ici. Et puis voilà, donc nous principalement comment on les utilise.
Donc comme on peut les utiliser aussi sur tous les ouvrages qu'on a vus de SFN aujourd'hui. Et puis aussi, on les utilise sur les berges. Donc ça, c'est un exemple qui a été fait, donc des travaux qui ont été faits sur le ravin des Gorges à Rochebrune, donc sur des marnes bien noires, pas très accueillantes. Donc on a planté perdu la date, en 2020. Et voilà, en fait, on s'en sert. Alors, on s'en sert pour stabiliser les talus de terrassement, principalement en travaux, quand on a fait, donc c'est les principaux usages, en complément des chantiers, parce qu'aujourd'hui, un chantier de génie civil, parce que là, je ne vous ai pas montré pudiquement, mais il y a un grand seuil en enrochement bétonné à l'amont. En fait, on les utilise en complément, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait des travaux de génie civil, les engins sont gros, on fait beaucoup de terrassement, donc c'est quand même très intéressant pour récupérer un couvert végétal rapidement et une stabilisation de toutes les berges qu'on a pu faire. Et on s'en sert aussi sur de la revégétalisation, soit de niches d'arrachement, soit sur glissement superficiel, ce qu'on a vu. Voilà, en complément, puisque nous, les fascinages, ça marche un peu moins bien, parce qu'en fait, c'est des sols trop secs. Donc, ça ne marche pas. Donc, on utilise les plants mycorhizés et éventuellement, si nécessaire, on fait quelques banquettes grillagées. On essaye d'éviter la banquette grillagée pour plutôt s'en tenir qu'au végétal. Voilà. Et en fait, je n'ai pas fait de leçon, de message à retenir. En fait, je n'avais pas forcément d'idée. Non, je pense que vraiment, je voulais vous montrer l'exemple de l'avalanche, parce que c'est intéressant. C'est de dire, à chaque fois, il faut essayer de s'adapter. Moi, je pense que c'est ce que j'en retiens. Donc, des SFN, de la végétalisation et travailler avec le vivant. Je vais plutôt le dire comme ça. Ça nécessite, je pense, déjà pour moi, de bien savoir dans quel sens, pourquoi on le fait, où on le fait, c'est quoi l'objectif, ce qui a été dit. Je reprends vraiment, notamment du CD73, je me suis vraiment retrouvée dedans, peut-être en tant que gestionnaire d'ouvrage. Et aussi, l'entretien, il est fondamental, en fait, et il ne faut pas lâcher les premières années, quoi. C'est vrai que on a arrêté à Prapic. On a décidé d'abandonner, ça a été compliqué, mais lâchez rien les premières années. Et surtout, il faut insister. Et au bout d'un moment, ça décolle et ça fonctionne. Voilà. Merci Marie-Pierre pour un retour d'expérience aussi très pratico-pratique, avec des choses qui fonctionnent très bien, d'autres qui fonctionnent moins bien. Et je pense que c'est tout à fait l'objet aussi aujourd'hui de partager ce qui ne fonctionne pas. Peut-être qu'il y en a qui ont trouvé des solutions à vos problèmes d'abrutissement. On est aussi là ensemble pour rentrer dans ce partage d'expérience des uns et des autres. Si vous avez fait face à ce type de problème. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions ou des partages sur cette présentation ? Merci. Pour les gens à distance, Gilles Pirot de l'IRMA. Avec l'exemple du chantier de Saint-Léger-les-Mélèzes, c'est un type de chantier qui se mène à la main, à pied, parce que c'était en haut de la colline, en haut de la montagne. Donc comment ça s'est fait concrètement, si tu le sais, tout sur les sacs à dos ou alimenter un hélicoptère ou des engins montent là-haut? Alors le Cuchon, je venais d'arriver. Bon, voilà, c'était le premier chantier. En fait, le Cuchon, on arrive par là jusqu'en véhicule. On a toute la crête à passer, donc les ouvriers ils montaient à pied sur la crête ici. Et sinon, tout ce qui était plan et tout ce qui était trépied ont été héliportés. Après, ça a tout fait à la main. Ce qui est le cas quand même aussi à Prapic. En fait, il y a un héliportage des billons et un héliportage des plans. Sachant qu'à Prapic, les ouvriers dormaient sur site pour éviter d'avoir... C'était optimisé. Ouais, merci de nous montrer les échecs. Là, c'était intéressant. Puis pour faire du retour d'expérience, on apprend toujours plus sur les échecs que sur les réussites. Donc c'est chouette. Ma question va plus sur les essais de mycorhizes et aussi les franchias. Là, est-ce que tu as connaissance de travaux ou une expérience? Je sais qu'il y a des pratiques qu'on a déjà utilisées et qu'on va tester là en comparaison avec mycorhizés, non mycorhizés, et utiliser la terre locale, c'est-à-dire réutiliser la terre locale en ensemencement sur les plants.
Alors, alors, par exemple, alors déjà, tout ce qui est plan forestier, déjà, le matériel forestier de production, là, tout ce qui est pince en bro, pain à crochet et mélèze, certains ont été nodulés en racines nues. On les récupère en racines nues, on les posait notamment à Prapic. En fait, c'est ce type de plan-là qu'on avait. Sinon, c'est vrai qu'ils ne sont pas en terre. Alors, on s'était dit qu'il fallait qu'on fasse ça, c'est-à-dire qu'on fasse une sorte de test sur un même site avec des nodulés, des mycorhizés, des nodulés mycorhizés. Alors, je crois qu'Olivier Michel, qui est responsable de secteur ici, je me demande si on n'a pas démarré un bout de test. Alors, la problématique, c'est comme on est quand même très opérationnel, en fait, on fait des choses et après, on les suit difficilement. Mais je rechercherai, parce que je sais que ça a été fait au tout début, quand ils ont relancé les travaux sur la mycorhisation dans les années 80. Je vais rechercher si les archives du RTM sont bien rangées et si j'ai quelque chose. Mais je crois qu'il y a un site au pied de Gap, là, sur La Rochette, où je me demande si avec Francis, on n'avait pas décidé d'en mettre quelques-uns, mais je suis sûre qu'on n'a pas fait de plan, quoi. Donc ça doit être dans la tête de Francis. Mais je rechercherai. Voilà. Mais sinon, il n'y a rien de bien tracé. Non. Merci. D'autres questions? Oui, en écho à la discussion de tout à l'heure, la position du RTM sur la nécessaire ingénierie, voire dérogation aux pratiques actuelles pour encourager les SFN. Non, non, je disais en fait en off ma position ou celle du RTM. Alors celle du RTM, en fait, j'allais dire sur les ouvrages, elle est portée par Rémi. On est clair. Alors après, c'est rigolo parce que je sors d'un stage d'une semaine sur la géotechnique et notamment avec des vraies questions sur la normalisation, sur les eurocodes, et sachant que la première ligne des eurocodes, si j'ai tout compris, c'est les eurocodes ne s'appliquent pas en terrain instable. Donc c'est réglé. Les ouvrages RTM, pour 90% d'entre eux, notamment nos barrages de correction torrentielle, on ne peut pas leur appliquer les eurocodes. Voilà. Après, ce que j'en pense, c'est que, alors, autre chose, il y a quelques années, on avait essayé de travailler sur un projet européen avec les Italiens sur poser des essais sur les caissons bois. À l'époque, donc, on travaillait tout ce qui était caissons bois, mais pour les utiliser en fait en génie civil entre guillemets, c'est-à-dire en soutènement de route. On avait constaté que c'était un vrai frein, notamment pour les développer au niveau des départements, des conseils départementaux, parce que ce n'étaient pas des ouvrages normés, donc ils ne voulaient pas de nos techniques de soutènement de bois. Donc on avait travaillé avec l'Université de Turin, on avait monté un projet européen qui n'a pas été retenu et qui en fait était voué à faire plein d'essais sur ces ouvrages-là pour en fait essayer de poser les bases d'une norme pour qu'on puisse développer ça. Donc c'est vrai que moi je vous rejoins là-dessus. Aujourd'hui, vis-à-vis des maîtrises d'ouvrage, même je pensais les filets, ça m'intéresse beaucoup. Après, c'est vrai que le proposer à un maître d'ouvrage, alors bon, j'avais deux interrogations, mais par rapport à la normalisation, c'est vrai qu'on a un peu cette épée de Damoclès au-dessus. Voilà. Après, nous, en tant que RTM, c'est assez confortable parce que l'ONF et l'État sont leurs propres assureurs. Donc, en fait, j'allais dire, alors je parle parce que en fait, les deux maîtres d'ouvrage, elles sont là, sur tout ce qui est ouvrage en forêt domaniale et pour ce qui est ouvrage RTM. On a quand même tendance à faire beaucoup de choses, nous, qui ne sont pas régis par une normalisation, quoi. Et j'allais dire, même quand aujourd'hui on fait des ouvrages de correction torrentielle, des gros ouvrages en béton, on va plutôt utiliser la petite phrase de la norme qui est de dire on dimensionne par similitude. On a un ouvrage qui tient, au final ça fait 50 ans qu'il est là, il va bien, donc on refait le même, quoi. Elle nous va bien celle-là d'entrée. Ouais. Mais pour le coup, Rémi Martin m'a dit tu peux, c'est dans les eurocodes. Donc j'ai dit très bien. Est-ce que les maîtres d'ouvrage non État veulent intervenir, réagir? Attends. Pour nous, du coup, il suffit il suffit de faire appel à une maîtrise d'œuvre externe comme vous, le CEREMA, pour que la responsabilité tombe sur vous et puis sur nous. Donc c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue. On tourne autour du pot, mais
Il me semblait que j'avais vu une autre main levée. Non. Mathieu, à distance, des questions pour Marie-Pierre? Non. Très bien. Eh bien, merci beaucoup.